Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Ce week-end va commencer le premier grand tour de la saison, le Tour d'Italie, qui va s'élancer de Turin, de la région piémontaise, avec des premières étapes qui seront déjà difficiles et qui nous emmèneront parcourir un petit peu la botte italienne pour une arrivée finale de nouveau prévue à Rome. Vous avez bien évidemment le parcours et bien plus en détail sur le forum avec une très très belle présentation bien en détail. Et aussi, quand même, on va déjà le dire, un favori qui s'annonce assez largement, Tadej Pogačar. On va voir tout ça dans ce podcast. Quels peuvent être les protagonistes de ce Giro pour la montagne, pour les sprints, et qu'est-ce qui pourrait se passer en dehors. On va voir ça avec nos trois chroniqueurs du jour. Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Alex. Salut Alex. Salut à tous. Et on complète notre équipe avec Hugo qui est de retour. Salut Hugo. Bonsoir à tous. Et Hugo, déjà, merci pour la présentation, comme je l'évoquais juste avant. Merci pour la présentation que tu nous as faite sur le forum. Tu sais, c'est du copier-coller d'année en année maintenant. C'était plus facile, on va dire. Surtout quand ce cher Giro s'amuse à changer ses profils pour ses classements. Ah oui, ça, c'est le Giro sans un changement de parcours après la présentation, c'est pas le Giro. Ça. Là, on parle pas d'un changement de parcours, là. Oui, bon, il y a de tout, évidemment. Bon, voilà, avec tout ça, vous avez le programme de ce Giro, de ce podcast, avant le programme de ce Giro. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors, déjà, avant de rentrer un peu, d'évoquer le parcours, on y reviendra, même s'il y a eu des changements de parcours et de profil, comme Hugo l'évoquait. Déjà, après la belle période de classique qu'on a eue, qu'est-ce que vous attendez de ce Giro Parce que, je vais spoiler un petit peu pour nos auditeurs, j'ai l'impression que vous n'êtes pas énormément attirés par ce Giro, vous étiez beaucoup plus par les périodes de classiques, et ça on peut l'entendre par l'animation qu'il peut y avoir sur ces classiques, notamment flandriennes, mais on a eu des belles ardennaises également. Mais pour ce Giro, alors certes, c'est les courses par étapes, on est sur peut-être un peu moins d'animation quotidienne. Qu'est-ce que vous en attendez de ce Tour d'Italie ? J'en attends pas beaucoup pour l'ensemble. Autant je faisais partie de ceux qui disaient sur les courses d'un jour, c'est pas gênant s'il y a quelqu'un qui est grand favori qui se retrouve à écraser la course, parce qu'on peut se retrouver à avoir du spectacle à côté pour plein de choses. Là, on a quelqu'un qui est tellement immense favori, on est plus sur un débat de Petacchi avait gagné 9 étapes il y a quelques années, est-ce qu'il va en gagner plus que 9 ? Est-ce qu'il va porter le maillot rose du début à la fin ? Il y a quelques années, il y avait eu 10 minutes d'avance sur le deuxième, est-ce qu'il va faire mieux ? Sportivement, il y a peu de domaines qui amènent spécialement une grande joie a priori. Oui, c'est sûr qu'on y reviendra, mais bon, ça sera pas la peine que je vous demande qui est le favori du Giro. Il y a Tadej Pogačar qui est déjà coché en numéro 1 sur vos pronos, quoi. Le tracé est pas ouf, franchement. Ça pourrait être pire, mais... Disons qu'avec un grand favori comme ça, et vu certains tracés, je vois effectivement pas de grandes bagarres qu'on pourrait avoir en termes d'échappée, j'ai l'impression. En tout cas, j'en vois pas énormément qui pourraient se prêter à une bagarre sur de nombreux kilomètres. Donc forcément, déjà que moi, tu vois, en tant que fan d'Arkea, je suis pas très chaud sur ce Giro. Alors si tu rajoutes le combo parcours Pogačar... Oui, c'est sûr que déjà les coureurs d'Arkea, ça va pas forcément être évident de les voir. Les classiques c'est mieux, les classiques c'est bien. Ah oui, t'es resté sur le podium de Kevin Vauquelin sur la flèche. Alex, pour terminer ce tour de table introductif, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, tu ne demandes qu'à être surpris et t'as pas forcément d'attente particulière comme Hugo, comme Geoffrey ? Lui, c'est compliqué. Il est pour Ewan et pour Grove, c'est compliqué forcément de base là.
On n'a pas encore touché le sujet sensible de Luc Plapp et de la Jayco, mais bon, ça, je préfère surtout pas en parler. Mais enfin, en général, je suis quand même un peu moins pessimiste, juste parce que oui, on a cet écrasant favori qui arrive en figure d'épouvantail, mais il faut vous dire que derrière, je pense qu'on a rarement vu un Giro qui est aussi ouvert pour le podium. Généralement, on a quand même plusieurs favoris, et puis ensuite un ventre mou, mais on a des favoris au podium et des favoris au top 5, alors que là, tu as un gars qui va quasiment surgagner, et puis derrière, tu as un groupe, je sais pas, d'une dizaine de coureurs qui peuvent jouer ce podium, ce qui est assez incroyable pour un grand tour. Donc autant la course à la gagne, elle sera très très chiante, mais autant la course au podium, elle peut être intéressante de par que ça peut justement flinguer de partout. Il faut justement regarder cette course-là au lieu de la course en général. Au contraire, ça risque pas de flinguer de partout parce qu'il court juste pour une petite place d'honneur. Il y a beaucoup plus à perdre, à exploser complètement. Et il y a tellement de personnes qui semblent au-dessus du lot, je crains que ça se regarde vraiment jusqu'à juste de l'élimination par l'arrière dans les courses de côte. Si on peut parler du parcours, je trouve qu'il est pas trop mal dans l'ensemble, dans sa globalité, dans son équilibre. Mais c'est vrai que je m'attends pas à énormément de bagarres dessus. Plus je l'ai regardé, plus je l'aime assez. En fait. Alors donc au final, pour toi, il faut l'apprivoiser pour trouver ce parcours intéressant. Ouais, c'est compliqué parce que je vois pas énormément de bagarres sur les échappées. Mais sauf qu'en fait, il n'y a pas non plus d'étapes qui écrasent le tout. Ça c'est bien équilibré pour un Giro parce qu'il aura forcément sa dose de montagne en dernière semaine. Voilà, après, ça manque un peu de folie, c'est sûr. Et c'est pas si mal. Il peut y avoir des finales intéressants. Ce que j'ai peur, c'est que ce soit pas très intéressant avant. Oui, c'est sûr que pour repréciser un peu au niveau de la montagne, comme d'habitude c'est le Giro, on sera bien servi sur la fin avec l'étape 15 à Livigno qui fait quand même 220 km. Après la journée de repos, l'étape 16 qui passera par le Stelvio avec une arrivée à Sainte Cristina in Groden. L'étape 17 à nouveau de la montagne arrive au Passo Brocone. La 19e étape peut-être un petit peu moins difficile, mais je nommerais pas ça de la montagne. Oui, voilà, c'est peut-être la seule étape de ce Giro qui est sur un massif intermédiaire, qui est sur un profil intermédiaire, et on a la 20e étape avec la double ascension du Monte Grappa et l'arrivée en bas à Bassano del Grappa. Donc les principales étapes de montagne c'est 15, 16, 17, 20. Là-dessus on est d'accord, Hugo ? Oui, sauf si tu veux citer Europa en deuxième étape. Oui, voilà, oui. On a aussi des arrivées au sommet, deuxième étape à Sanctuaire d'Europa et à la 8e étape à Prati di Tivo. Prati di Tivo et Cusano Mustri, ouais. 10e ça étape. reste deux étapes où s'il n'y a pas une échappée qui a 12 minutes d'avance, Pogacar peut accumuler les succès sans trop s'embêter, les autres qui vont se regarder derrière. Pour toi, le parcours, Geoffrey, n'aide pas forcément à être très hypé. Individuellement, je suis hypé par des trucs comme l'étape de Fano avec tous les murs qui fait un peu penser aux étapes des murs de Tirreno Adriatico quand ils en proposaient. Je suis hypé par le sprint juste après le Capomele, où je me demande ce qui va se passer. C'est vrai. Mais en fait, je veux dire, il y a tellement d'étapes que... Enfin, des étapes de plaine avec une petite côte sur la fin, avec celle de Fossano, là, où il y a une côte à 5% pendant 2 km. C'est quoi le projet ? C'est faire en sorte que Pogacar puisse gagner 22 étapes sur 21 ? Ouais, je trouve que les étapes de plaine, elles sont très bien tracées cette année pour le Giro. Parce qu'elles ont tout le temps un petit piquant. Je trouve que ce qui est raté dans la montagne, c'est pas franchement la haute montagne, mais c'est vraiment la moyenne montagne, tout ce qui sert de transition entre le premier week-end et la dernière semaine. Prati di Tivo et Cusano Mustri, en fait, elles servent à rien, vraiment. Bah c'est limite en fait, il n'y a pas de massif pas d'étape intermédiaire, c'est un peu... Non, parce que... c'est soit des arrivées au sommet, soit des arrivées au sommet en haute montagne. Et sinon, c'est à la limite l'étape de Sappada, la petite étape d'Estrade Bianche. Sappada, ce sera juste dans le dernier col. L'Estrade, je pense que ça va surtout se bagarrer dans le dernier mur, même s'il y aura forcément un peu de casse dans le lot, mais c'est vrai que c'est pas l'étape la plus dure qu'on ait vue. C'est vraiment surtout que la moyenne montagne cette année qui est très mal tracée sur ce Giro. Oui, après, juste pour préciser, l'Estrade Bianche, on aura 3 secteurs sur 11 km 600. Donc c'est loin de ce qu'on peut avoir sur
la course d'Estrade Bianche. Je suis d'accord au final sur le fait que, en fait, le gros ventre mou du parcours, c'est que, enfin, il y a rien au milieu, quoi, entre l'étape 10 et l'étape 15, où normalement, tu as une ou deux étapes qui est très piégeuse avec des petits murs un peu partout, généralement dans C'est les l'étape de Abruzzes. Fano, en fait. À l'étape de Fano, oui. Ouais, le truc, c'est que c'est pas très dynamique, mais par contre, faut pas se fier au profil du Giro parce que il y a des belles saloperies dedans. Quand même. Ah oui, il faut pas du tout se fier au profil pour cette étape-là. Le tracé à l'intérieur, les petits murets, le nombre de moments où on veut passer sur des routes qui sont pas spécialement larges, où il va y avoir de la pente. Enfin, on va voir. Par exemple, c'est quand même accidenté. La montée d'Austra à 55 km, on dirait pas, mais c'est 1 km à quasiment 12%, à 11 ou 12%. Et c'est comme un enchaînement de petits murs. Bon, après, c'est sûr qu'ils viennent se planter sur le dernier mur au Monte Giove, mais faut pas s'y fier. C'est très très compliqué. Ah oui, non, totalement. Mais après, le souci, c'est que j'ai l'impression que l'étape 10, l'arrivée au sommet à Casano, c'est un peu un gâchis parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va rien se passer dessus, quoi. En fait, le problème, c'est Prati-Thibaut et cette étape, parce que Prati-Thibaut, en fait, c'est régulier, c'est roulant. Et le problème de Kusano-Moutri, c'est une montée en palier, c'est intéressant, mais sauf que le problème, c'est que tu as les deux premiers paliers qui, souvent, ça tourne autour de 6-7%, donc c'est super pour un train. Et en fait, tu as juste 2-3 km qui sont un peu plus difficiles dans la dernière montée finale, autour des 8%, et c'est là que ça va attaquer, donc il faut attendre les 3 derniers kilomètres. Une montée de 18 bornes, je crois, donc c'est ça le problème. Après, justement, ça peut donner un peu quelle course, ça va surtout beaucoup attendre avant le gros bloc de fin de la montagne. Pogacar va faire tout exploser sur les 2 premières étapes, et puis après, on va attendre Livigno, quoi. Avec peut-être une incertitude sur les étapes de Fano, l'étape d'Estrade, mais autant les étapes sont intéressantes pour vraiment dans le final sur l'incertitude sprinter, puncher, baroudeur, etc. Mais pour le classement général, je m'attends pas à grand chose ensuite jusqu'aux Alpes. Après aussi, est-ce que le fait d'avoir un parcours global qui est quand même moins difficile qu'on l'a eu ces dernières années, on va quand même préciser qu'on est sur le dénivelé total le plus faible depuis 2010, pour mesurer un petit peu par rapport à la difficulté qu'on a pu avoir sur les Giro récemment. Est-ce que ça peut jouer aussi d'avoir un parcours qui est globalement moins difficile ? Le problème, c'est pas qu'il soit plus ou moins difficile, c'est qu'il est plus moche. Ah donc tu trouves plus moche que le parcours de l'an dernier, par exemple ? Enfin, ça dépend si on parle pour le général, sur l'avancement de la dernière semaine, tout ça. Les étapes pour baroudeur, on sait que sur le Giro, en général, il y en a beaucoup. Là, c'est à chaque fois avec de l'arrivée en altitude. Alors, est-ce que ce sont les organisateurs du Giro qui disaient, quitte à avoir des arrivées, des étapes où les baroudeurs vont au bout, on veut que ce soit des baroudeurs costauds qui gagnent ces étapes-là plutôt que des mecs relativement random qui aillent au bout. Je sais pas s'ils ont réfléchi à ça ou pas. Mais, ça, après, oui, il n'y a pas une dernière étape qui est énorme à la veille de l'arrivée ou à l'avant-veille de l'arrivée qui va tout bloquer avant. Oui, on s'évite peut-être d'avoir un scénario comme l'année dernière où tout le monde attend à la fin. Là, c'est pas que tout le monde va attendre à la fin, c'est que vu le plateau qui est présent pour la gagne, est-ce que Pogacar aura déjà plus d'une minute d'avance après 2 étapes ou pas ? Oui. Oui. C'est quand même dur de pas voir avoir plus d'une minute d'avance vu la difficulté des 2 premières étapes. Et justement, si vous voulez, on va passer justement au prétendant au général, et notamment le premier nommé Tadej Pogacar. Bon, vous avez l'air quand même plutôt confiant sur le fait qu'il y gagne. C'est quoi la probabilité ? 99%? Ouais, ça semble pas mal, 99. Ouais. Ah, plus Geoffrey ? Non, parce que, en vrai, il y a 1% de chance qu'il chute. Je pense que 1% de chance de chute sur les 21 jours, c'est pas déconnant. Donc 99. Ouais, si chute et qu'il se la clavicule à la mi-course, là je veux bien que ça retombe à 99. Mais oui, après, comme dit, je crois que c'était un de ses directeurs sportifs de Tadej Pogacar chez UAE Emirates qui disait non, mais faut pas non plus nous voir trop beau, il peut se passer comme ce qu'il y a eu sur Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Alors oui, certes, les chutes font partie du cyclisme, mais oui, si on enlève le facteur chute à la pédale, il y a personne qui est en mesure de venir embêter Tadej Pogacar. Je vois pas, en fait, le truc, le seul scénario totalement improbable où je vois que Pogacar peut-être perdre, c'est que s'il vient sur le Giro beaucoup trop en confiance, beaucoup trop en gestion, en disant je vais ratatiner le Giro et de toute façon je me concentre sur le Tour, et il se fait avoir. Mais
dans aucun monde, en fait, à cause du parcours, je vois qu'il se voit un peu trop beau sur les 2 premières semaines et il ratatine pas tout le monde sur la 3e semaine. Donc on est bloqué là. Le truc, c'est que le Pogačar sur ce Giro, moi je le vois en gestion, mais même un Pogačar en gestion, il bouffe tout le monde, tous les autres qui sont à bloc, quoi. C'est ça. Entre les papis, Bardet, Caruso, Thomas, qui ont 55 ans, et les jeunes qui savent pas encore rouler sur un manteau, ça va être compliqué. Ils n'ont pas encore commencé les courses juniors, on est mal. Voilà, exactement. Bon, et si on pousse le bouchon un peu concernant Tadej Pogačar, est-ce qu'on peut se dire qu'il peut porter le maillot rose du début à la fin? Oui. Ah, totalement, ouais. C'est une grosse possibilité, mais... Ça met un peu de suspense pour quelques étapes de transition, parce qu'ils vont devoir filtrer l'échappée s'ils veulent garder le maillot rose du début à la fin. Tu les imagines vraiment vouloir garder le maillot rose du début à la fin? Je pense en vrai. Oui. Ouais, je pense que Pogačar, juste lui, il pourrait le vouloir, mais enfin, tu vois la gueule de son équipe, t'es là, hein, peut-être qu'on devrait juste laisser une échappée prendre 6, 7, 8 minutes d'avance et laisser David Ballerini prendre le rose pendant 2-3 jours, et puis voilà. Non, et puis Pogačar, depuis qu'il fait les grands tours, à chaque fois, il est meilleur jeune du début à la fin, donc il est habitué à aller sur les podiums à chaque fois. S'il se retrouve à finir une étape et on lui dit bon, bah c'est bon, tu peux rentrer à ton hôtel, il va te perturber, le gamin. Donc, et j'ajouterais une nuance, c'est que à part l'étape 8, où il y a quand même quelques difficultés en début de course, franchement, il n'y a pas beaucoup de difficultés avant l'étape de Livigno. Ça peut aider au filtrage des échappées. Oui, ça c'est sûr que les débuts d'étape sont pas particulièrement difficiles. Parce qu'il y a quelques étapes de sprint un peu difficiles au début, mais justement, les étapes de sprint, les équipes de sprinteurs vont peut-être pas forcément les laisser passer aussi facilement. Pratili-Thibaut, je suis désolé, mais enfin, c'est compliqué le début. Oui, voilà, c'est ce que disait Hugo. Oui, non, mais c'est la seule étape où il y a un début compliqué. Ah, pardon, ok. Voilà. J'ai mal compris. Oui, c'est peut-être. Mais bon, après, voilà quoi, t'as 100 bornes jusqu'à la montée finale. Si on est le début de Giro, et comme on le sait, vous pouvez le dire avec moi en cœur. Le Giro est encore long. Exactement. Surtout qu'il n'a pas commencé encore. Après aussi, est-ce que on sait que Tadej Pogačar a pour objectif d'aller remporter le Giro et le Tour de France ensuite? Est-ce que ça peut aussi avoir une influence sur sa façon de courir? De se dire, je vais y aller mollo, j'ai le Tour de France derrière, faut pas que je me dépense trop? Justement, est-ce que ça va pas faire l'inverse? C'est-à-dire qu'il écrase la course sur les 2 premiers jours, et ensuite il se contente de contrôler gentiment les étapes un peu chaudes, et c'est tout. Ça va soit être ça, soit il va justement gérer sur le premier Giro, il va choisir une étape où il dit celui-là, je vais le mettre la misère à tout le monde. Et puis voilà, donc enfin l'étape 15 ou je sais pas quoi, là, Livigno s'y prête assez parfaitement. T'es juste avant la 3e semaine, juste avant la dernière journée de repos. Ouais, mais il va déjà reprendre 2 minutes sur les chronos. Et l'étape 1 quand même, avec son petit répé de show final, ou l'étape ou Europa quand même. L'étape 1 où quand même on a ajouté, les organisateurs ont ajouté la petite bosse juste avant l'arrivée depuis la présentation du parcours. Comme si peut-être aussi voulaient se dire bah si tu peux porter le maillot rose du début à la fin, ça serait sympa. Et ça, si jamais t'as pas encore fait complètement le ménage dans le Colle Maddalena, t'as une petite bosse juste avant l'arrivée pour remettre un petit coup. Comme ça, c'est sûr, t'as le rose, le lendemain au repas, tu peux faire le ménage, t'as ta minute 30 d'avance, peinard. Ouais, le truc, c'est que c'est facile, en fait, pour lui, s'il veut faire exploser. Après, pour l'approche, sinon, du petit répé de show, a priori, ça va, c'est un virage 90, mais la montée est pas spécialement étroite. Après, la descente est rapide, mais il y a un passage technique pour moi où il y a une courbe qui se coupe, mais sinon, après, c'est simple. Et après, c'est comme Indurain, en fait, ça file jusqu'à l'arrivée. T'as même pas 1 kilomètre de plat, et c'est plus du faux plat descendant pour rejoindre les rives du Pô. Donc, il a 5 secondes en haut. On va dire qu'il aura 10 secondes à l'arrivée parce que ça va se regarder derrière. Le temps que ça passe, quoi. À préciser que pour la présentation sur le forum, t'es allé jusqu'à analyser tous les virages dans les fins d'étape. Au début. Mais c'est ce qu'il faut aussi faire dans les étapes pour sprinter. Hein. Une étape de plaine, clairement, le profil, je dirais pas qu'on s'en fout, mais c'est pas loin. Oui, quand tu traverses la plaine du Pô, bon, le profil il est aussi utile que sur Bruges de Panne, ça ira, merci. Hein. C'est forcément la gestion des virages.
On aura l'occasion d'y revenir quand on évoquera les sprinters, parce que pour le coup, les sprinters, il y a un peu plus de concurrence au niveau de la première place. Bon, par rapport au général, bon, je suppose qu'on n'a pas forcément grand-chose d'autre à dire par rapport à Tadej Pogačar. C'est peut-être plus intéressant, comme vous l'avez évoqué, de regarder ce qui se passera derrière Pogačar, en misant sur le fait que Tadej Pogačar ne rencontrera pas de pépins. Bon, la première place lui semble plutôt acquise, déjà. Entre guillemets, malheureusement pour le suspense, parce que c'est toujours un peu dommage de se dire avant le départ que le vainqueur est déjà connu. Mais du coup, derrière, on va avoir possiblement une belle bataille pour les 2 places restantes sur le podium. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement derrière Tadej Pogačar ? Le Giro derrière Pogačar, ça va être quand même super ouvert, parce que tu regardes la start list, là, t'as pas vraiment de coureurs qui se retrouvent, ou de groupes de coureurs qui se retrouvent un peu plus au-dessus du reste, et tous peuvent prétendre à une 2e place, une 3e place, et l'ordre du top 10 peut être chamboulé. Tu peux totalement retrouver un coureur que je donne 2e aujourd'hui, il peut totalement se retrouver 12 ou 13e à l'arrivée. Donc ce sera ouvert. Après, comme Geoffrey l'a dit, est-ce que le fait que ce soit si ouvert fera que les coureurs seront trop crispés et ne voudront pas bouger et que ça se fera par une élimination par l'arrière, ou est-ce que justement il y aura un peu plus de libération en sachant que de toute façon la victoire c'est foutu, alors autant tenter pour l'honneur, pour essayer d'avoir une meilleure place à la fin. Moi j'espère que ce sera la 2e. Plus réalistiquement, effectivement, ça risque d'être un peu plus comme Geoffrey a dit, mais j'essaye de rester avec un esprit un peu plus ouvert pour ne pas être ultra pessimiste dès le début, parce que sinon... Je rajouterais à ça que quand tu regardes la start list, à peu près la moitié des équipes qui viennent vraiment centrer sur leur sprinter. Ils ont peut-être 1 ou 2 gars qui peuvent prendre les échappées en montagne, mais de là, jouer un classement général, je pense pas. Donc du coup, si tu enlèves UAE, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a à peine la moitié des équipes qui vont être concernées pour essayer d'aller faire une place au général, qui vont pas forcément recevoir l'aide des autres équipes qui sont centrées sur leur sprinter. Donc est-ce que ça peut favoriser les retournements de situation, parce qu'il y aura moins de personnel peut-être pour aller chercher quelqu'un qui s'est échappé et qui est dangereux pour une place 7 ? Pourquoi pas ? Après aussi, est-ce que le fait que Pogačar va être au-dessus et forcément son équipe UAE Emirates probablement chercher à prendre en main la course, ça peut avoir une influence sur la lutte qui se passera derrière lui. C'est-à-dire que au moment où Pogačar attaquera, il restera peut-être quasiment plus d'équipiers. Il faudra voir comment les autres réagiront quand Pogačar attaquera. Parce que si ça se fait comme sur les Strade Bianche, par exemple, ça change absolument pas la course des autres derrière. Oui, c'est bon, Pogačar attaqué, maintenant on s'occupe de notre course. On s'occupe de notre course comme on faisait avant, c'est bon, on est tranquille, il l'a mis son attaque maintenant. Tu l'as vu sur le Tour de Catalogne où justement, tu regardes Pogačar à attaque, c'est comme s'il n'existait pas en fait. Les autres juste font leur course, ils se disent ok, il est parti, Osef, maintenant on joue pour notre pomme. Et si tu vas sur le détail du Tour de Catalogne, il se retrouve même à jouer d'autres étapes que la haute montagne. Oui. Alors après, on sait que Pogačar est très polyvalent, mais ça... Peut-être qu'il aura envie de se venger de Milan-San Remo. Est-ce que je le ferais, tu vois bien là, une petite descente du capot mêlé à tombeau ouvert? Ah faire tout péter dans le capot mêlé, c'est pas ce qu'ils avaient déjà voulu faire les UAE au mois de mars. Parce que si on regarde les étapes qu'il peut gagner, franchement, il y a bien plus de la moitié des étapes qui peut se retrouver à aller chercher. Ça, quand on met une petite bosse un petit mot dans le final, ça devient plus facile. Après, la question, encore une fois, c'est est-ce qu'il décidera de jouer toutes les étapes ou juste celles où il est sûr de faire un gros écart au général? Parce que, encore une fois, on revient sur ce truc de il arrive sur le Giro, mais son gros objectif de la saison, c'est de se venger sur le Tour de France. Justement, il faut qu'il se fasse son fractionné. Ils sont centrés sur leur finale, tu vois. Il peut clairement, il y a clairement des étapes où il peut faire un effort dans le final et ça sera pas préjudiciable, quoi. C'est limite, il fait son petit derrière-dernier à l'entraînement avec quelques intensités. Il y a un paquet d'étapes où il peut se retrouver à faire un effort sur 10, 15, 30 minutes dans le final. Et c'est tout. Pour revenir à nos coureurs qui vont se jouer le podium derrière Tadej Pogačar, justement, tiens, ça serait quoi votre pronostic dans l'ordre tant qu'à faire pour les 2e et 3e places si on part du postulat que Tadej Pogačar sera le vainqueur de ce Giro? Allez Hugo,
pour commencer. Ouais, je commence, je suis le classique. J'ai dit O'Connor, Thomas. Parce que bon, tu vois, à chaque étape, je rajoute 3% de marge de progression pour O'Connor. Donc à la fin, ça devrait aider. Et Geraint Thomas qui ne performe que sur les grands tours. Exactement. Ouais, sachant que si tu veux un argument aussi, Geraint Thomas l'année dernière avait fait 15e du Tour des Alpes. Cette année, il a fait 13e. Alors, Ouais, peut-être qu'il fera premier à la place de deuxième sur le Giro. peut-être, hein. Parce que bon, on part sur un postulat où Tadej Pogacar est là et qu'il influence la course, mais il y a peut-être aussi une situation où il se retrouve à devoir abandonner sur chute, blessure, etc. Ça bouleverserait la course aussi. Oui, je le vois bien ensuite Ineos rouler en mode rouleau compresseur toute la course. Bon, t'en fais pas, Ineos roulera même si Pogacar est là. Ça... si à un moment personne ne veut rouler, Ineos le fera. Ça, c'est pas trop un problème. Mais donc du coup, tu mises plutôt sur Ben O'Connor à être le plus fort au global derrière Tadej Pogacar. 4 loin G2R. C'est tout ce que j'ai à dire. Le fait qu'il ait été très fort sur l'UAE Tour, notamment avec sa victoire d'étape sur Jebel Jais, lancée par Valentin Paré-Peintre. Il s'est aussi bien montré sur Tirreno Adriatico, où il a fini 5e, puis 2e du Tour des Alpes pour terminer la préparation. Pour toi, de ce côté-là, ça a été parfait pour bien se mettre en confiance et bien se mettre en jambes aussi. Vu la dynamique de l'équipe, sans le podium d'O'Connor. Après, peut-être même qu'on aura les deux Paré-Peintre dans les 10, alors là... Non, mais en plus, ils ont une grosse équipe aussi, quand même. Oui, c'est sûr qu'il y a une belle équipe avec, en effet, les frères Paré-Peintre, Aurélien et Valentin. On a aussi Alex Baudin, Damien Touzé, Bastien Tronchon, Andrea Vendrame et Larry Warbas pour compléter cet effectif du côté de l'équipe savoyarde. Il y a 5 ans, il venait avec 5 coureurs. T'aurais dû t'arrêter au Paré-Peintre. Oui, c'est principalement il y a 5 ans, les il venait avec 5 coureurs entre 20 et 40, là... oui, là... 3 coureurs qui fait. Là, ça va peut-être pouvoir de nouveau jouer au moins le top 5 pour la première fois depuis 10 ans, Carlos Betancourt. Ah non, quoi, on a vu Domenico Pozzovivo entre-temps, pardon. Mais il y a de quoi avoir de beaux objectifs. Puis c'est toujours intéressant de voir des équipes françaises jouer autre chose que le Tour de France au niveau des grands tours. C'est quand même à souligner également. Je vois de quoi tu veux parler. Oh bah ça s'applique à toutes les équipes, Decathlon et G2R en premier aussi, hein, sur les années Après, passées. les équipes françaises qui jouent autre chose que le Tour de France, c'est pas nouveau. Avec la Groupama FDJ qui jouait le Giro déjà avec Thibaut Pinot. Tout à fait, mais l'année dernière, par exemple, Groupama FDJ était un petit peu seul à ce niveau-là. Je dis ça dans le sens où Groupama FDJ avait un peu la profondeur avec le choix de pouvoir faire Desmar ou Pinot à se partager la course, et puis en plus avec Gaudu qui venait ces dernières années pour pouvoir faire un leadership partagé. On sait que certaines équipes, les autres équipes, généralement, mettaient tous leurs œufs sur le Tour de France. Et le Giro, peut-être une 11e place, une étape en échappée. Donc on a noté Ben O'Connor 2e, Geraint Thomas 3e pour Hugo. Alex, quel serait ton prono de ton côté pour les 2e et 3e places derrière Tadej Pogacar? Alors en 2e place, j'ai mis Damiano Caruso. Et en 3e place, j'ai mis Thymen Arensman. Caruso parce que le Giro c'est son rayon. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu comme Thomas sur les grands tours. Dès que c'est le Giro, t'as Caruso qui devient tout d'un coup top 5 coureur grand tour, à mettre des attaques de partout, à faire des raids en montagne. Alors avec un plateau aussi faible et un coureur aussi expérimenté, moi je le vois bien faire podium. Thymen Arensman... Pour toi, pour Damiano Caruso, le fait qu'il ait seulement une 19e place au Tour de Catalogne en meilleur résultat cette saison, ça t'inquiète pas par rapport au fait que il a montré 2e en 2021, 4e l'an passé du Giro, il s'est élevé son niveau sur le Tour d'Italie. Ouais, non, je suis pas spécialement inquiet pour Caruso, juste encore une fois parce qu'il a un bon historique sur la course. Franchement, c'est pas son coup d'essai, on va dire. Il n'arrive pas avec le dossard 1, ce qui est un peu bizarre, on va dire. Le dossard 1 de l'équipe qui est pour Antonio Tiberi, chez Bahrain Victorious. Ouais, qui est Tiberi, que je voyais plus dans un rôle de soutien, en gros. Mais après, Caruso, c'est vrai, le problème, c'est qu'il fait pas la meilleure saison. Mais l'année dernière, quand il fait 4e du Giro, sa saison n'était pas étincelante non plus. Alors, certes, elle l'était un peu plus, parce qu'il fait top 10 au Romandie,
Et il a des podium placettes même au sur Romandie. des points HC. Podium au Romandie, pardon. 2021, il fait top 10 au Romandie à l'UAE seulement avant son podium au Giro. Oui, absolument. Derrière, il fait pas enfin, sur Tirreno, par exemple, il est pas très bon, il est hors top 10 et tout. Donc, certes, cette saison, il est moins bon que la saison précédente, mais avec une liste de favoris moins étoffée, que les années précédentes. Moi, je le vois bien finir podium. Et encore une fois, avec l'expérience qu'il a, le fait qu'il se réveille tout le temps sur le Giro, je le vois bien aller chercher la 2e place. Et donc après, pour la 3e place, Hugo mettait Geraint Thomas, toi tu vois plutôt Thymen Arensman du côté d'Ineos. Ouais, Thymen Arensman, je sais pas, en fait, je le sens bien. C'est moins un truc objectif et plus un truc de... Je sens que le coureur est en confiance et qu'il peut bien performer. Ça tombe bien parce que Josy disait aujourd'hui que son père était très critique envers Ineos sur les réseaux sociaux et que ça sentait le départ en fin de saison. Ah, c'est parfait. Ça veut dire qu'il y a un conflit de leadership avec Geraint Thomas. C'est le petit coup de coude pour partir dans la... Bref. J'avoue, je suis moins l'actualité des trucs, je regarde que les courses, donc quand ça repart sur l'actualité... Il a dit ça aujourd'hui. Ah, non. Ah, tu vois, moi je savais pas. Donc... Je suis choqué que tu mettes pas O'Connor surtout. Mais en fait, parce que O'Connor, tu l'avais déjà dit. Et j'allais pas mettre Luc Plapp, quoi. J'allais pas m'humilier en public. Vous avez le droit de réutiliser des coureurs qui ont été cités précédemment. Hein. Genre Ben O'Connor avec le cheat Décathlon cette année, en vrai, le podium, c'est ultra jouable. Mais je préfère mettre Thymen Arensman parce que c'est un coureur que j'apprécie. Il se sort très bien sur les chronos, il s'en sort très bien en montagne. Alors, certes, Geraint Thomas arrive avec la pancarte de leader pour Ineos, mais on sait jamais, une petite défaillance par-ci par-là. Et puis Thymen Arensman, qui est, disons, juste derrière lui au classement général, peut prendre les rênes. Ou alors, même si Thomas est moins bien et qu'on se retrouve à dire « Ah, Arensman est meilleur, on va le tenter ». Donc, c'est le choix du cœur, on va dire, plutôt que le choix de la raison. Et puis aussi, Thymen Arensman fait aussi un bon début de saison. Hein. Il a fait 6ème de Tirreno Adriatico, 5ème du Tour d'Algarve. C'est pas rien, surtout si on compare aux résultats de Geraint Thomas, même si on sait que le Gallois cible beaucoup plus ses objectifs maintenant. Mais... On va éviter de parler de son Tour du Romandie. Oui, voilà, c'est pas non plus que des très bons résultats. Mais même en comparant à l'année dernière où il avait fini 6ème du Tour d'Italie aux côtés de Geraint Thomas déjà, l'année dernière c'était 22ème de Tirreno en meilleure place. Ouais, il avait fait aucun top 10 et encore moins World Tour, je crois. Donc après c'est un peu contradictoire. Je dis que Caruso sa saison avant le Giro, on s'en fout, mais la saison d'Arensman, qui est pas mal avant le Giro, là, ça compte. Mais on est tous plein de contradictions. De la même manière que tu n'as cité aucun Australien alors que tu les soutiens tout le temps. Attends d'aller à la partie suivante. J'attends les sprints. Geoffrey, pour terminer, quel serait ton pronostic pour monter sur le podium? Les 2e et 3e places aux côtés de Tadej Pogacar. Je vais dire Daniel Felipe Martinez. On a relativement peu vu dernièrement depuis sa chute au Strade Bianche, mais... Normal, il était en Colombie. Voilà, mais il va reprendre sur le Giro, je le vois bien monter en puissance tout au long des 3 semaines, se sentir très bien sur la dernière semaine avec des étapes de montagne plus difficiles. Et vraiment y aller à fond et jouer sa chance, vu qu'a priori il est prévu ensuite pour être sur le Tour en tant qu'équipier pour Roglic. Donc voilà, quoi. La dernière fois sur le Giro, il avait été très marquant dans le rôle d'équipier de luxe, de motivateur de son leader dans l'école. Donc là, je le vois bien briller cette année. Surtout qu'avant sa chute, il avait l'air de bien avoir passé l'hiver, parce qu'il avait fait des belles perfs sur une course. Enfin, je sais plus. Oui, il avait été 2ème du Tour d'Algarve, donc ça avait bien lancé sa saison. Voilà, mais avec des victoires d'étape. Oui, 2 étapes, mais par contre, il s'était complètement planté sur Tirreno, même avant sa chute, où il était pas du tout dans le coup sur l'étape de Cagli. Après, il était tombé dans Austrade Bianche, si je dis pas de bêtises, et ça l'avait affaibli physiquement. Là, je pourrais pas te dire de tête. Oh. Après, le fait que Daniel Martinez, il vient surtout avec l'équipier numéro 1, Florian Lipowitz. La surprise du Tour de Romandie, Florian Lipowitz. Il faudra voir ce qu'il sera en mesure de faire, Florian Lipowitz, forcément, sur ce Giro. Mais forcément, après son beau Tour de Romandie,
il faudra faire attention à l'ancien biathlète, parce qu'on va préciser que s'il est peu connu, qu'il a mis du temps un petit peu à arriver, c'est qu'il s'était exercé dans un premier temps de sa carrière sportive dans le biathlon, avant de s'orienter ensuite vers le cyclisme. Il était passé proche. Après, il a 23 ans. C'est oui, pas voilà. Non plus, il n'est pas rentré dans le monde du cyclisme quand Roglic, beaucoup plus tard. Non, bien sûr. Mais voilà, c'est pour permettre de me montrer un peu les explications un peu autour du coureur allemand qui a vraiment explosé sur ce Tour de Romandie il y a peu. Donc voilà, qui sera aux côtés de Daniel Felipe Martinez du côté de la Bora Hansgrohe sur ce Giro. La Bora où il n'y aura pas Emmanuel Buchmann, qui avait un petit peu râlé justement sur les réseaux sociaux à l'annonce de sa non-sélection sur ce Giro. En tout cas, lui qui s'était ça, par contre, il avait été promis d'être leader, je crois. C'est ça, en début de saison, on lui avait dit on fait une équipe autour de toi, et 15 jours avant le début, ils ont dit ah bah non, finalement. Oui, c'est ça. Alors c'était à être co-leader, mais forcément si on lui annonce 2 semaines avant, alors qu'il s'est beaucoup entraîné sur le TID, qu'il ne fera pas le Giro, je peux comprendre qu'il l'ait un peu mauvaise. Mais attention, parce que vraiment, dans toute la com de ski depuis le début de saison, il n'était pas vraiment fait mention de ce statut de co-leader. On l'a appris que par Buchmann. Oui, en tout cas, c'est ce que lui avance de ce qu'il a dit sur Instagram après l'annonce de la sélection Bora dont il ne faisait pas partie. En tout cas, c'est bien, il se met dans le mood pour partir chez Cofidis. Oui, Buchmann est en fin de contrat chez Bora Hansgrohe et Cofidis fait partie des rumeurs évoquées pour sa future destination l'année prochaine. Geoffrey, on va revenir à ton pronostic pour le podium. Tu avais dit Daniel Felipe Martinez deuxième, et en troisième, qui est-ce que tu mettrais ? Je savais pas qui mettre. Alors, je me suis dit Rafał Majka. Donc, tant qu'à faire, les UAE dominent jusqu'à être 2 sur le podium. Ouais, voilà. Pogačar pourra faire même parfois sa course tout seul, et le reste de l'équipe pourra gérer pour le deuxième leader derrière. Mais comme on le disait tout à l'heure, la course est très ouverte. On pourrait lister beaucoup de noms. On a de temps en temps quelques coureurs surprises qui se retrouvent être dans le top 10 sur le Giro, donc c'est très compliqué de faire un pronostic. Bon, le point positif, c'est qu'avec tout ça, vous m'avez tous cité des coureurs différents. Le point négatif, c'est que parmi les principaux coureurs que je m'étais noté de côté, vous avez quand même pas cité Romain Bardet. C'est pour te le laisser. Pourquoi vous ne citez pas Romain Bardet sur le podium dans vos pronostics, justement ? Je le vois plus en chasseur. C'est juste que j'ai pas envie en te... Tu le vois plus à jouer les étapes qu'à viser vraiment le général, Geoffrey ? Je pense, oui. Après, il a annoncé viser le classement général. Son équipe l'a fait. Oui, parce que Romain Bardet, en plus, est quand même visiblement sur une bonne lancée après un bon début de saison. 5e du Tour des Alpes, il est bien monté en puissance, on l'a vu être un peu acteur. Ensuite, 2e de Liège-Bastogne-Liège, où il s'était très bien montré dans le final. Derrière, justement, Tadej Pogačar. Est-ce que c'est un signe de faire 2e derrière Pogačar ? Ouais. Ça semble l'avoir mis en tout cas sur de bons rails. On sait aussi que lui ne sait pas s'il continuera au terme de cette saison. Il y a certainement aussi cette volonté de chercher à bien finir. Thibaut Pinot avait fini dans le top 5 du Giro l'année dernière. Romain Bardet, de ce qu'il a montré sur ce début de saison, a peut-être les jambes pour faire encore mieux. Le problème, est-ce que c'est pas le parcours, justement, vu qu'on le dit pas très dur? En tout cas, c'est sûr que les 2 premières semaines, c'est moins ce qui privilégie sur l'endurance. En tout cas, c'est sûr que il reste l'étape de Livigno, c'est sûr, mais c'est pas dans un... Tu vois, je suis partagé parce que Livigno, c'est quand même très très dur sur le final, mais c'est pas non plus vraiment dans un format endurance, tu vois. Oui, en fait, il y a vraiment que l'étape du Passo Brocone où il y a vraiment un enchaînement de cols. Bah, il y a le Stadio aussi avant, mais si ça temporise dans la plaine, est-ce que ça favorise dans le final? C'est vrai qu'il y a le Brocone aussi, mais en même temps, avec le relais au milieu, c'est compliqué à savoir. Oui, et en même temps, on sait que c'est un coureur qui aime bien les descentes. Il n'y a que la 20e étape, l'étape de Barceló del Grappa, qui ne finira pas au sommet, parmi toutes les étapes de montagne et l'étape difficile. Mais au niveau des jambes, vous avez peut-être moins confiance en Bardet quand Caruso, Connor, Geraint Thomas... Je veux dire qu'il y a quand même 2 chronos qui le désavantagent quand même pas mal cette année. Parce que finalement, il n'y a que les 6 derniers kilomètres du premier chrono qui sont vraiment difficiles. Mais à part ça, c'est tout plat. C'est pas très technique non plus.
Après, niveau jambes, il y a de quoi quand même être assuré parce qu'il fait un bon début de saison. Il fait 2e sur Liège-Bastogne-Liège où il est assez Moi, je le vois offensif. top 5. Hein. Je le vois top 5, mais c'est vrai que sur le podium, je le vois top 5. À mon grand dame, je pourrais dire, mais je le vois top 5. Pour moi, c'est une question de confiance. Sur le papier, je dirais qu'il a le potentiel de faire podium. Mais est-ce que dans les faits, ce sera le cas? Moi, je pense pas. Que les chronos le mettent loin et qu'ils reviennent avec la montagne après, qu'ils soient en mesure, par une échappée en montagne, d'aller chercher une belle étape. Ouais, c'est ça. Peut-être Enfin, d'autres blessés, mais c'est chiant parce qu'il y a au moins 10 coureurs où tu les mets 2e, 12e. Enfin, je critiquerai pas ton choix, quoi. Oui, donc si moi je mets Romain Bardet 2e, t'aurais rien à redire non plus. Plaisir. Ouais, j'aurais rien à redire, et si Geoffrey dit que Romain Bardet il fera 11e, bah j'aurais rien à redire non plus. allez, il fait top 11. Il Bon, fait 5e, il fait maillot bleu de meilleur grimpeur, il fait 2e d'une étape qu'il aurait dû gagner, mais il fait n'importe quoi dans la dernière montée. Ça me rappelle quelque chose, ce scénario, quand même. Bon, en tout cas, ça fait quand même pas mal de coureurs qui peuvent prétendre à ce podium. J'avais noté aussi un petit Kian Uijtebroeks, qui sera le leader de la Visma Lease the Bike, qui pourrait aussi se mêler à tout ça. Le Belge qui avait fini 8e de la Vuelta l'année dernière, qui est son seul grand tour terminé à date, et qui cette saison a terminé 7e de Tirreno Adriatico et 5e du Grand Camino. Voilà, un petit peu, c'était pour le citer également. Avec ça, on a cité quoi 6, 7, 8 noms. Je pense pas qu'on ait vraiment oublié de coureurs en particulier pour le général, pour le podium. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, en fait, toi, t'as genre 10 mecs qu'on voit viser le podium, et derrière, c'est le désert. Oui, ça... Après, un mec que je vois pas viser le podium, mais que je vois bien dans le top 10, ce serait Michael Woods, par exemple. Ah, pourquoi pas. Après, je crois qu'il est sur un début de saison qui est assez compliqué. Chronos, quand même. Ouais, en plus. Il a fait qu'un seul top 10 sur un grand tour, c'était la Vuelta 2017, ça commence à remonter pour le Canadien. J'ai un peu peur aussi par rapport à son début de saison qui est un peu compliqué, j'ai pas l'impression que lui arrive non plus beaucoup en confiance de ce que j'ai pu voir de l'annonce de l'équipe Israël Première Tech. Ouais, le problème de Michael Woods, c'est que t'as les 2 chronos, où c'est quand même vraiment un fer à repasser en chrono, et je crois que c'est au pied ou à la jambe qu'il avait des problèmes en ce début de saison. Donc. Bah après, c'est pour ça que j'ai dit que justement, je le vois pas viser le podium, mais je le vois bien dans le top 10. Oui, pourquoi pas, en fonction des situations. situations. En fait, ce qui est marrant, c'est je crois qu'à chaque grand tour, tu dis, ah ouais, il y a Michael Woods, il peut peut-être viser un top 10. En fait, il l'a plus jamais fait après son top 10 à la Vuelta. Moi, c'est beaucoup plus un chasseur d'étapes qu'un mec qui va jouer en général. Oui, après voilà, ça fait partie des coureurs qu'il faudra bien avoir en tête pour les étapes. Ça, pour le coup, il y en a un paquet. Woods et l'équipe Israël, c'est un peu comme IF. Ils ont des bons grimpeurs, mais par contre, j'en vois aucun jouer le général. Par contre, pour les échapper, ça va aller pleine balle. Oui, voilà. Fond top 10 qu'on verra pas pendant la course et qui vont finir là, je verrais bien Storer ou Lutsenko. À Lutsenko, il y a moyen sur ces derniers grands tours. Mais Lutsenko, il est tellement. Tu peux vraiment pas prévoir. L'année dernière, en début de saison, il était à la ramasse dans les cols. Tu vois, il était bon que dans les montées roulantes en début de saison. Et puis après, il vient de faire l'Amstel où il est super bon dans les murs punchy. Et puis après, il est de nouveau à la ramasse et tout. C'est difficile à prévoir, Lutsenko, honnêtement. À présent, je vous propose de passer à un secteur qui sera peut-être un peu plus disputé pour la victoire, à savoir les sprints, les sprinters. On a pas mal de coureurs qui s'annoncent. Je vais les lister comme ça un petit peu. On a Olaf Koy, Tim Merlier, Fabio Jacobsen, Jonathan Milan, Phil Bauhaus, Caden Groves, Danny Van Poppel, Caleb Ewan, pourquoi pas Juan Sebastian Molano, Binyam Girmay, Max Kanter. Bref, il y a quand même pas mal de coureurs. Et j'en ai probablement oublié encore. Pour vous, est-ce qu'il y a 2 favoris qui se détachent un petit peu de cette masse de sprinters pour jouer les victoires d'étape? Dans un premier temps, on verra le classement par points ensuite. Je pense à Olaf Koy avec l'équipe qu'il a autour, Tim Van Dijk pour rouler avant. S'il a un train avec Eduardo Affini, Christophe Laporte, et Van Dijk ou Tratnik pour rouler avant, il a de quoi vraiment arriver dans les bonnes conditions. Il est en forme, il progresse de plus en plus. Il a gagné un World Tour plusieurs fois cette année. Il peut enchaîner avec le palier
Olaf Koy a cette saison une victoire sur l'UAE Tour et 2 victoires sur Paris-Nice. Puis il faut aussi préciser que ce sera son premier grand tour, donc ça peut peut-être avoir une influence, même si pour les sprinters, ça un peu plus. Pour les sprinters, plus tu fais une course de 10 jours où tu es à fond et après tu survis. Oui, c'est sûr que passer la 13e étape, il y aura 2 sprints. Et encore, même pas sûr. Oui, 2 sprints maximum. C'est ça. Hugo, est-ce qu'il y a plusieurs coureurs que tu attends particulièrement pour les sprints? Je vois plus un duel Merlier-Couge sur les sprints plats. En gros, pour moi, c'est les 2 gros favoris sur le plan vraiment de la vitesse pure sur les sprints plats. Merlier a peut-être un moins gros train que Koy, mais je vois Milan un peu derrière. Par contre, je trouve qu'il a un potentiel très gros train, même si on ne sait pas l'état dans lequel vraiment est Stuyven et qu'il disait qu'il n'allait pas forcer en début de tour. Mais potentiellement, pour son train, il a Hull pour emmener d'abord avec Stuyven, Teuns, Consoni et Badjoli. Et ça peut être très très costaud pour l'emmener sur le papier. Ouais, il y a de quoi faire. Puis il a montré qu'il savait faire aussi au niveau des sprints. Déjà l'année dernière, où il s'était révélé. Et puis aussi cette saison où il a gagné 2 fois sur Tirreno Adriatico. Faudra bien le prendre en compte également. Alex. Sénère, par contre. Ah oui, ça devrait aider. Ça devrait aider, ouais. Sur les gros favoris sur les sprinters, pour moi, c'est Koy, Merlier et Jakobsen un peu en retrait. Pour les victoires d'étape, je tiens à préciser. Parce que sur le problème de Jakobsen, c'est vraiment qu'il frotte pas. Ouais. Même avec le train là qu'il aligne, même en Turquie, il a du mal, quoi. Et vu le plateau qui s'annonce, ça s'annonce beaucoup plus aléatoire, je pense, pour lui. C'est vrai que le Tour de Turquie, il n'avait pas forcément mis beaucoup dans une position favorable, parce qu'il finit avec une victoire et son poisson pilote Tobias Lund Andersen qui a gagné 3 fois, alors qu'il n'y avait en plus pas une énorme concurrence. Sur le papier, c'était principalement Samuel Ford, mais qui est complètement hors jeu et qui a été même retiré de la start list de Boransgrove. Ainsi que Mark Cavendish. Aussi, c'est vrai, tu fais bien de le préciser, puisqu'au final c'est Max Canter qui a sprinté et gagné pour Astana. Mais t'as quand même un petit peu de confiance en Fabio Jakobsen pour ce Giro quand même, Alex? C'est pas vraiment de la confiance, mais je pense que le fait que justement sur le Giro ce soit un peu au pifomètre et qu'il ait quand même une très bonne pente de vitesse, je pense vraiment que ça peut passer. Après, ouais, comme il dit, il y a un problème de confiance vis-à-vis de frottage, mais... Après moi, le truc, c'est que pour tous les sprinters purs comme Jakobsen, le truc, c'est que tu vas voir qu'une occasion franche au début, c'est Luke. Parce qu'après, c'est que des finales d'étapes qui sont un peu complexes, qui sont un peu touchy pour passer pour eux. Et si tu te plantes à Luke, t'auras rien avant l'étape 11. Et ça, c'est compliqué. Parce que Fossano et l'étape du Capomele, ce sera un petit peu compliqué dans le final. Ainsi que l'étape de Naples. Alors après, c'est compliqué, mais c'est vraiment si tu n'arrives pas à passer des bosses. Mais oui, l'étape de Fossano, c'est quoi? Fossano, pour moi, ça va monter pleine balle. Les sprinters comme Jakobsen, ils passeront pas. Oui, parce qu'on a 1 km à 5% à 3 km de la ligne. Non, c'est plus long qu'un kilomètre. C'est quasiment 2. Oui, pardon. Et c'est quasiment 2 bornes, avec ensuite un double crochet droite avec une avenue qui est plutôt large, même si elle est urbaine. Et ensuite, tu as un gros virage de 270 à gauche, à 1300 mètres de l'arrivée. Là, la relance, 270. Si t'es pas placé là... 270. C'est précis. Alors, 270, c'est plus qu'un demi-tour, alors je pense pas que ce soit 270. Tu prends 30 degrés à gauche, alors. Bah voilà, ouais. À 30 degrés, du coup, un tour complet, ça fait pas 300 degrés non plus. Hein. En gros, il faut un gros virage à gauche. Oui. Et la relance va être hyper importante, donc toi, tu auras à peine un peu plus d'un kilomètre pour te replacer. Pour les sprinters, il faudra être déjà super bien placé en haut de la bosse. Vraiment, les purs sprinters, je les vois pas disputer la gagne sur cette étape. Bon, ça c'était pour le point mathématique dans ce podcast. Mais après, oui, on a aussi l'étape qui suit la 4e étape à Andorra avec justement le Capomele, qui fait là aussi un peu plus d'1 kilomètre à 5% de moyenne. Donc ça va être évidemment pas évident. On a la 5e étape de Luc, où là, on va avoir un final à peu près plat. Même si, Hugo, tu nous disais en amont de ce podcast que l'approche peut être un petit peu serrée. Sabreuse, ouais. Parce que voilà, en gros, les 2500 derniers mètres sont nickel. Par contre, attention au niveau des 3 km à peu près.
qui est la zone où les temps sont gelés. On approche sur une 3 voies. Ça se rétrécit pour une voie étroite où ça passe à une voie, un peu plus d'une voiture de large. Donc je pense 4-5 cyclistes de max. Et je pense que ça va frotter et pour moi ça va chuter. Moi, il y aura une chute massive ici. Bon, on va toucher du bois que ça n'arrive pas. Mais voilà, après le reste des sprints c'est clean, mais c'est Oui. beaucoup plus loin dans le Giro. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, on a, en dehors de cette étape de Luc, on n'a pas de finale d'étape qui soit particulièrement scabreux. C'est aussi à noter parce que parfois, selon les organisations, les organisateurs, les courses, ça peut pas forcément être pas forcément évident. Ça sera déjà ça. Si on avance par rapport aux étapes qui peuvent convenir aux sprinteurs, peut-être l'étape de Naples, la 9ème, mais le final n'est pas évident. Des purs sprinters risquent de sauter dans les bosses du final. Ensuite, on a l'étape 11, qui là va être bien plat dans le final, même si l'échappée partira en début d'étape, ça a de quoi revenir sur la fin. On avance l'étape 13, qui est l'étape de sprinter du Giro par excellence, où on a, si je regarde, on a 66 mètres de dénivelé positif. Même moi, je suis pas allé chercher cette info. C'est d'après les profils que j'ai sur Force Cycling. Mais bon, ça c'est bien la bonne étape, bien plate dans la vallée du Pô, très Giro. En culminant de l'étape, 39 mètres. Voilà, c'est vous dire à quel point ce sera peu difficile. Et c'est après 17 km de course, hein, parce que dans le final, c'est plus plat. Oui, tu fais bien de le préciser, parce que 39 mètres de haut, c'est vraiment une montée particulièrement rude. Mais après, donc ça c'est la 13e étape, et passé ça, il restera sur le papier 2 sprints maximum, avec la 18e étape, l'arrivée à Padoue, où là aussi le final sera vraiment très très plat. Au final, à Padoue, on a un final typique Giro. Oui. Avec une ligne droite interminable jusqu'à la flamme rouge, et après 2 angles droits. Ouais, ça c'est très Giro, comme tu l'as dit. Bon, voilà un petit peu pour avoir survolé un petit peu le menu qu'auront à proposition les sprinters. On verra si tous arriveront ou pas à les disputer. Pour finir, par rapport aux sprinters, c'est pas forcément le coureur qui remporte le plus d'étapes au sprint qui remporte le classement par points. Faut pas forcément dire que le classement par points est celui du meilleur sprinter. Mais quel serait votre pronostic, votre favori pour justement le classement par points, Hugo, pour commencer? Pour moi, c'est Milan. Et derrière, pour moi, les deux outsiders, on va dire, pour moi, c'est Pity, Guilhermet. Parce que je vois pas Merlier et Couge être en mesure d'aller chercher vraiment des points. Déjà, de finir le Giro. Et ensuite, il faudra se battre sur les étapes de montagne, quoi. Couge, ça s'est amélioré, mais Merlier, disons que Merlier, faut vraiment déjà qu'il passe la montagne. Et ça, il y a moyen qu'il saute bien sur l'étape du Stelvio. Bah, déjà, Tim Merlier, est-ce qu'il a fini un grand tour? C'est vrai, je ne crois pas. Je regarde, mais... Si, il a fini la Vuelta il y a 2 ans. Ah. Mais il n'y avait pas remporté l'étape. Et puis c'est la Vuelta. C'est la Vuelta aussi. Voilà, mais du coup, c'est aussi à noter que ça sera pour Tim Merlier son premier grand tour chez Soudal Quick-Step, qu'il avait rejoint la saison passée, donc l'an dernier, pas de grand tour. C'est un coureur qui a un peu plus de mal à passer les montées, les difficultés que les autres. Donc le plus dur pour lui pour viser le classement par points sera peut-être d'arriver au bout de ce Giro, en effet. Geoffrey, ton pronostic pour le classement par points? Déjà une petite remarque à Hugo, ça se prononce Coy. Oui, c'est bon. Voilà, ça c'est le point Je suis venu ici prononciation. pour me faire tacler. Je me fais déjà tacler toute l'année avec mon équipe. Alors, Merlier, quand ça monte un petit peu, il a quand même gagné une course d'un jour avec un peu de dénivelé dans le nord en septembre dernier. Je n'oserais prononcer le nom de cette course. Mais du coup, ton pronostic? Si Coy va au bout, je pense qu'il a de quoi être bien maintenant. Si on cherche de la régularité, des coureurs qui vont être présents tout le temps et qui vont aller même chercher de l'énergie, qui vont même aller peut-être dépenser de l'énergie dans les sprints intermédiaires, je me dis peut-être Milan ou Baos. Ok, Phil Baos à noter pour toi également. J'ai totalement oublié qu'il était dans la start list, Baos. Ben voilà, merci à Geoffrey de l'avoir cité, Phil Baos. Phil Baos qui n'a pas encore remporté l'étape en grand tour pour l'instant, mais qui a une victoire cette saison, c'était sur Tirreno Adriatico, devant justement Jonathan Milan. Bon, c'était sur un sprint en boss, où le sprint où on avait vu Jasper Philipsen chuter dans le dernier virage
et quand même Kevin Vauquelin finir 3ème. Oui, c'est pour ça que je m'en souviens. C'était pas un sprint complètement plat, mais c'est pas oublié non plus, avec certaines fins d'étape un petit peu avec quelques bosses, ça pourrait pourquoi pas l'aider. Et Alex, quel serait ton prono, donc après Jonathan Milan et Olaf Koy, qui serait, on va dire, le choix numéro 1 de Geoffrey? Kaden Groves. Ah, il fallait bien que tu nous cites un Australien à un moment dans ce podcast. Voilà, il fait une saison catastrophique, donc ça veut forcément dire qu'il va se réveiller sur le Giro. C'est vrai que la saison dernière était beaucoup plus entreprenante. Il avait justement fini par le maillot vert sur la Vuelta. Là, cette saison, c'est beaucoup moins. Je me base surtout sur le classement par points de la Vuelta en disant que peut-être il va pouvoir faire la même sur le Giro, mais enfin, il fait un début de saison assez lamentable. Il me semble qu'il a eu des problèmes au genou sur ce début de saison. Ouais. Quand tu gagnes 2 ou 3 étapes et que tu fais 2 ou 3 fois deuxième, ouais, forcément, ça aide à gagner le classement par points. Mais oui, là, son meilleur résultat cette saison, c'est 9ème d'un sprint sur l'UAE Tour. Donc, il n'arrive pas forcément en grande confiance. Il y avait des takes moins risqués sur les Australiens. Bah après, il y a Caleb Ewan, mais... ouais, c'est peut-être pas moins risqué. Oui, mais Ewan, c'est la flagellation, quoi. C'est encore pire que Groves. J'ai vraiment aucune attente pour Caleb Ewan. Donc, il a réussi pour le coup, Caleb Ewan a réussi à gagner une fois cette saison la première étape du Tour de Man, mais sur Tirreno Adriatico, il n'a pas fait mieux que 37ème. Et il n'a pas terminé Eschborn-Francfort, qui était ce mercredi. C'était sa course de préparation avant le Giro. Il n'était pas quelque part dans le sprint sur Tirreno, parce que tu dis 37ème et j'ai l'impression de l'avoir vu une fois. Ou alors c'était peut-être pas Tirreno et c'est moi qui me trompe. Hein. Ah non, il a fait 15ème une fois. 15ème, pardon. Après, il était surtout présent sur les sprints au Tour Down Under. Mais il n'avait pas gagné non plus. Voilà, oui, mais après, bon, Tour Down Under, c'est course de reprise. C'est pas super pour donner le vrai niveau d'un coureur australien. Bon, alors après, là, c'est pour rentrer vraiment dans les détails des coureurs australiens et tout ça. Mais Alex, on rentre sur le copium énorme, là. Un Néo-Zélandais, plutôt. Non, mais c'est bon. Et non. Tu penses à un petit Laurens Pitty, Hugo, peut-être. Peut-être. Ça ferait plaisir aux supporters de la groupe FDJ. Bah écoutez, avec ça... C'est pour ça que Alex n'en prend pas. Voilà. Bah, écoutez, c'est moins qu'il est associé à Groupama et plus c'est un néo-zélandais. Donc, écoutez, avec ça, on va faire justement la transition vers le petit point français, équipe française et surtout coureur français. On a évoqué Romain Bardet, que je mettrais bien dans mon podium de mon côté. Mais c'est le seul coureur français qu'on a évoqué pour l'instant. Bon, on n'a pas forcément énormément de coureurs français. On en a 5 du côté d'Arkea, on en a 3 du côté de la Cofidis, 5 également 4, chez Decathlon. 4 chez Arkea. 4 chez Arkea, tout à fait, il faut que j'apprenne à compter. On en a 4 également chez Groupama FDJ, 2 chez Intermarché, 1 chez Israël Première Tech, 1 donc chez DSM Firmenich Romain Bardet, et 1 également chez Visma Lead the Bike, à savoir Christophe Laporte. Et 1 chez Soudal. Et 1 chez Soudal, tout à fait, Julien Alaphilippe, il faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos coureurs français? Est-ce qu'il y a un coureur qu'on n'a pas cité précédemment, donc hors Romain Bardet, qu'on pourrait voir faire quelque chose d'intéressant sur ce Giro? On a évoqué vite fait le cas des Aurélien Paré-Peintre, Valentin Paré-Peintre, qui peuvent se distinguer sur un top 10, puisqu'ils sont tous les deux en train de faire une très bonne saison. Voir une étape peut-être. Ouais, voir une étape. Après, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des Français qui peuvent se distinguer? Christophe Laporte sur un malentendu. Olaf Koy abandonne, disons, après la 10e étape et il remporte un des sprints ou une étape un peu plus accidentée. C'est possible. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Alaphilippe, il va peut-être faire des trucs. À Europa, il sera dans le top 5 et tout. » Moi, j'y crois pas du tout. Après, justement, est-ce que Alaphilippe, on sait que sur le Tour de France l'année dernière, qui s'était beaucoup montré en échappée, parfois un peu trop dans l'excès, est-ce que justement, il peut profiter de partir en échappée et d'aller chercher une étape comme ça sur ce Giro? C'est peut-être un des seuls Français qui aura des libertés, on va dire. Il n'aura pas de... Parce que sur les étapes vallonnées, il n'aura pas de leader à protéger. Après, faut pas se mentir, chez Cofidis, bon, il y aura peut-être Benjamin Thomas. Chez Arkea, il y aura peut-être Ewan Kosciu.
tu vois, je creuse, tu vois, faut chercher. Après, si on Il y avait si on Thomas a Champion qui avait remporté le classement de je sais pas quoi l'année dernière sur le Giro. la Fuga, non? Ouais, un des classements pour les baroudeurs, je crois. Mais à part ça, globalement, c'est des équipiers qui sont alignés, à part chez Decathlon G2R. Sinon, je veux dire, les noms les plus remarquables, c'est Hofstetter chez Israël. Mais pour moi, il va bosser pour Vernon. Et t'as Calmogen sur Intermarché. Il va bosser pour Guirmet. Et puis, on le verra peut-être sur 2-3 échappées. Mais voilà, quoi. C'est surtout Petit qui va bosser pour Guirmet. Oui, aussi. Calmejane, justement, Oui. c'est quelqu'un qui aura plus de liberté à partir dans les échappées. Mais bon, je le vois rien faire non plus. Tu vois. Ah oui, je vois pas faire grand-chose. Je dis juste que lui, justement, il aura des libertés. Oui, mais je pense qu'il va aussi bosser pour Guirmet. Pour moi, ce sera tout pour Guirmet, globalement. Geoffrey, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter par rapport à nos coureurs français? Parce que, bon, visiblement, en dehors de Romain Bardet, ça semble sur le papier un peu compliqué. Peut-être les frères Paré-Peintre. Mais sinon, Alex et Hugo semblaient pas plus que ça enthousiasmés. Avec Ben O'Connor qui est là pour la gagne, je sais pas si les frères Paré-Peintre auront beaucoup d'opportunités d'aller de l'avant, parce que peut-être qu'ils vont vouloir rester collectifs pour l'amener, mais après, je les vois bien finir dans le top 15. Il y en a plusieurs qui pourraient, pourquoi pas par une échappée si les circonstances sont bonnes. Sinon, ouais, il y a 17 classements pour les baroudeurs, il y a moyen qu'un des Arkea. Non, il n'y a pas de point ici, ça va pas marcher. Ouais, enfin, bon. Nicolas de Beaumarchais ou Thomas Champion, si tu préfères, chez Cofidis. Ça On me va reste dans mieux. la même idée pour aller chercher le classement de la Fuga ou des sprints intermédiaires ou le retour de l'Intergiro. Enfin, se partager ça avec les petites équipes italiennes. Bon, en tout cas, les Français seront pas les plus acteurs, les plus actifs sur ce Giro. Malheureusement, on peut le dire Ah, ainsi. Ils seront là. Ils seront là. Il y a quand même moyen de gagner les étapes. Hein. Oui, voilà, faut pas voir tout en négatif. Mais on va dire les chances de victoire d'étape, c'est quoi? C'est Christophe Laporte, Julien Alaphilippe si ça se goupille bien. Bardet. Romain Bardet. Bardet qui évidemment. perd du temps dans le chrono, qui tente sa chance en montagne. Ah bah. PP, voire VPP. Oui, les frères Paré-Peintre. On peut élargir à Baudin ou Tronchon qui pourrait peut-être avoir plus de liberté que les frères Paré-Peintre. On verra. J'ai 2 R. Oui, du coup, bon, ça a l'air d'être plutôt l'équipe Decathlon G2R du côté des équipes françaises qui sera à suivre. Sur un Giro, on va plus suivre un des deux Paré-Peintre que Cyril Barthes ou Louis Barret, quoi, sans vouloir être médisant sur ces deux derniers. Oui, mais c'est aussi pour se rendre compte un peu des forces que peuvent mettre les équipes sur ce Giro. C'est ça. Et finalement, chez Decathlon, ils vont gagner 2 étapes et ce sera Ben O'Connor et Andrea Van der Merwe. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, c'est l'équipe française qui semble le plus en mesure de jouer quelque chose d'intéressant. Sinon, il y a un autre truc par rapport aux Français que j'aimerais bien voir. Dans une échappée de plaine relativement random, qu'à un moment, il y a une relance et qui en tête que 2 coureurs et que ce soit ensemble Benjamin Thomas et Donovan Grondin. Ah oui, une américaine sur les routes du Giro, là, ça serait pas mal. C'est ça. Bah écoutez, on approche de la fin de ce podcast. Avant de finir, je vais vous proposer, comme on l'avait fait l'année dernière, des petits pronos bonus. On a fait, bon, pas le vainqueur, qui était assez largement Tadej Pogačar, mais le podium et le classement par points. Bon, le classement de la montagne est peut-être un petit peu plus aléatoire. Je demandais des petits pronostics bonus comme ça, dont on fera le bilan à la fin de ce Giro. Déjà, par rapport aux victoires d'étape, on a quelques coureurs qui peuvent rentrer dans le cercle des vainqueurs d'étape sur les 3 grands tours. On a Tadej Pogačar, Julien Alaphilippe, Fabio Jakobsen, Rafa Omaika, Romain Bardet, Simon Clark, Michael Woods, Lilian Calmejane et Alexei Lutsenko. Voilà pour la liste complète. Combien de ces coureurs remporteront une étape sur le Giro et donc compléteront la trilogie des victoires sur les 3 grands tours? 3. Pogačar, Clark et Woods. Ok. Hugo? La sur Clark, elle est osée. Hein. C'est parce qu'il faut bien citer un Australien. Ah mais c'est le Giro, les étapes random, une échappée random, franchement Clark, je le vois bien. Hein. Oui. Geoffrey, tu veux pas passer devant pour que je réfléchisse? Bah, je vais dire 2. Pogačar à coup sûr. Et Bardet, j'aimerais bien, même si malheureusement
Ouais, soit Bardet, soit Woods, soit Clark. Je vais aussi dire Clark en potentiel. Parce que Jakobsen, j'y crois pas. Maïka, sauf s'il se fait un Shifumi avec Tadej Pogacar. Ça serait surprenant. Kalmejane, Lutsenko. Bon, Non, mais ouais, deux, il y en a. J'ai aucune idée de qui. Franchement, en deuxième à côté de Pogacar, j'ai aucune idée, mais il y en a bien deux. Il y en a bien un autre qui le fera. Ouais, ça reste assez ouvert. Ouais, moi aussi, entre 2 et 3. Là, je veux bien Pogacar, évidemment. Soit entre Bardet et Woods. J'exclurais pas Lutsenko quand même, parce qu'il est capable de faire des bonnes dingueries sur une étape. Alors, l'étape de Fano, par exemple, Donc tu dirais quoi? 2? 2 ou 3. Allez, on va être gentil, on va valider 3. Allez. 2,5. 2,5. Bardet sera déclassé après photo finish. Personne ne compte comme un demi-coureur. Avec une demi-victoire. Deuxième question, on va rester sur les victoires d'étape. Combien de victoires reviendront aux échappés? On en avait eu beaucoup l'année dernière. 6, dont 2 sur les chronos, il y aura 2 victoires en solitaire. Oui, non mais... Là oui, c'est sûr, mais... 4, du coup. 4, ok. Pogacar attaque à 80 km de l'arrivée, on compte ça comme une échappée ou pas? On va dire échappé, c'est ce qui part en début de course, mais c'est en fonction de la physionomie de course. Mais Pogacar, je le vois mal en le considérant comme échappé. Échappée matinale, tu veux dire? Oui, non, mais par exemple, Christopher Froome qui gagne l'étape du Finestré en 2018, je considère pas ça comme une échappée. Si ça te permet de répondre à ta question qui cherche à jouer avec les limites. Tu veux dire des étapes à la David et Bailly, ou ce genre de trucs? Oui, Derigi, Benili. Donc, qu'est-ce que tu dirais 6. 6, ok. Et Alex? J'allais dire 6 aussi, parce que l'année dernière, on en avait eu 8, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. On en avait eu pas mal, ouais. Ouais. On en a eu pas mal. Cette année, j'en vois moins. Du coup, ouais, je vais dire 7. Allez hop. Ok. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans où tu nous avais posé la même question et après une semaine ou 2 semaines, le compteur avait déjà été battu. Bah, c'était l'année dernière, ouais. Et Johan je crois que Johan avait dit, au moins genre un tiers des étapes, ça avait été plus limite. Donc ouais, l'année dernière, on avait été bien servi. Troisième question prono, combien de victoires pour des équipes pro team? 0. 0, ok, t'es assez dur avec les équipes invitées qui, pour rappel, alors bon, déjà, on a Israël Première Tech qui a l'invitation automatique, mais on a aussi Politico Meta, Tudor et VF Group, Bardiani, CSF, Faizane. Alex? 2. Une pour Israël, principalement Woods, et une pour une random italienne. Il y a forcément un mec comme Davide Bailly ou Matteo Fabro ou Pozzo Vivo, je sais pas quoi, qui va gagner. Oui, sachant que ton pronostic de 2, ça colle avec les victoires que t'as lancées pour Simon Clark et Michael Woods. Ouais. Et Geoffrey? 3. 3, ok. Allez, c'est toi qui vise le plus haut cette fois-ci. Bah, je vois bien Tudor aller en chercher une, Israël par des échappées, et la saison qu'ils font, ce serait pas déconnant. Et oui, Tudor. Une étape, on s'attend pas à ce que l'échappée fasse un truc, mais... Israël, limite, ils ont que des baroudeurs. Ça va être dur de pas aller en chercher une, quoi. Sur les sprints, comme ça va miser son Vernon, donc à voir ce que... Hofstetter, Pickrell et Reisberg, pour moi, ce sera vraiment que le train de Vernon. Mais pour ces 2 dernières questions, de toute façon, ça dépend de Pogacar. Oui, ça va dépendre de quoi. Comme beaucoup de choses sur ce Giro, j'ai l'impression. Si Pogacar se contente de gagner le Giro en étant en rose du début à la fin avec 3 étapes, ouais, les baroudeurs vont en avoir beaucoup. Si Pogacar tous les jours, il dit tiens, celle-là, je peux la gagner. Bon, bah, bonne chance, Politico Meta. C'est le principe des pronos, quand même. Oui, mais forcément, Tadej Pogacar va être le facteur X de beaucoup de choses sur ce Giro. À la limite, seulement les sprints qui passeront à côté. Et encore, il est capable de... Et encore, oui. Je vous demander des noms pour les 2 dernières questions. Qui sera la surprise de ce Giro, déjà? Faut définir surprise. Ah, ça peut être à plusieurs titres. Moi, j'ai 2 noms. Je pense que ça peut se voir, mais... Encore dire Ewan Costiu? Non, même pas Ewan Costiu. Je voulais pas être groupie. Non, je voyais plus Madis Mikkels, même avec la présence de Guirmet. Et sinon, je me dis que Marco Frigo était déjà bien sur le Giro l'année dernière. Il pourrait pourquoi pas dans cette équipe Israël qui a quelques baroudeurs à la Guy l'an passé. Je me dis pourquoi pas. C'est vrai que je vois pas trop de jeunes vraiment qui pourraient être présents sinon en révélation. Ça me saute pas aux yeux. Ok. Geoffrey, quel nom tu pourrais citer?
Ouais, je suis en train de regarder la liste pour essayer de trouver une surprise, parce que déjà, quand tu nous as donné la question d'amont, je voyais pas qui donner. Après, ça peut être à plusieurs titres. Hein. Je sais pas, par exemple, alors là, c'est un truc qui me passe par l'esprit, mais Antonio Tiberi sur le podium, ça peut être une surprise. Ouais, enfin, dans ce cas-là, j'ai donné 2 UAE sur le podium, ce serait une surprise quand même, parce que c'est pas ce qu'on a en plus. Oui, Mais- Rafa Maïka sur le podium, c'est encore plus une surprise qu'Antonio Tiberi, oui. Mais, Eh ben, du coup, alors, surprise, si tu veux juste dire un machin qui est inattendu, Tadej Pogacar gagne l'étape de Rome. Ah, bah ça, ça je prends. Et Alex, qu'est-ce que tu pourrais nous citer comme surprise? Surprise, Domen Novak qui va nous les briser pendant 2 semaines à faire le train en montagne. Ça va être une surprise. C'est pas une surprise, ça. Tu regardes, il finit 150e de toutes les étapes qu'il finit, ça peut être une surprise de le voir à ce niveau. Et sinon, Stéphane de Bod, chez EF Éducation, qui est un rouleur qui est pas dégueu finalement. Et bon, peut-être un top 5 sur un chrono, c'est jamais. Compliqué de chez lui depuis qu'il est chez UF, je trouve. Qui t'a parlé de jeunes coureurs qui pourraient faire quelque chose, juste apparaître à un moment? Vas-y. Et vu ses talents de prononciation du flamand, est-ce que Hugo peut essayer de donner le nom du dossard 98? Et, est-ce que tu peux parler de Roel van Sint-Maartensdijk? Sint Maartendijk. Oui. C'est ça. Roule, J'ai même pas regardé la startlist, j'étais sûr. Roule Van Sint-Maartensdijk. Mais moi j'ai bafouillé en le disant. Ouais. Ah, c'est Enfin, pas si Joël, compliqué, hein, c'est pas Joël si de la Ligue compliqué. Saint-Martin. Oui, voilà, la traduction en français qu'on risque d'avoir en commentaire à la télé pendant ce Giro. Mais bon, voilà, comme ça. Après, il y a Gebre Xavier aussi, hein, chez Lidl Trek, qui peut être aussi une surprise en échappée. Pourquoi pas? Bon, il y a des surprises, il y en aurait plein à imaginer pouvoir citer. Je me dis, attention à l'équipe Astana, parce qu'ils ont une belle équipe pour barouder aussi. Hein. Et justement, par rapport aux baroudeurs, pour finir, mon dernier prono, c'est justement le classement Inter-Giro qui tenait à cœur de Geoffrey, qui revient cette année, mais sous un Il format me tenait à cœur avant, il me tient plus à cœur maintenant. Oui, parce qu'avant, c'était, on prenait le temps au passage, qu'on divisait par 2. Là, c'est juste un classement par points, juste sur le sprint Inter-Giro. Avant, c'était débile, mais c'était débile magique. T'avais un point en général au milieu de l'étape pour les étapes en ligne. Tu prenais le temps du premier coureur à ce moment-là depuis le départ et tu l'attribuais à tout le monde. Et tu mettais des bonifications, mais le rythme des bonifications n'était pas régulier. C'était genre 30 secondes au premier, 24 au suivant, et après je sais plus, mais c'était un coup 6 secondes, un coup 5, un coup 4, un coup 5, un coup 4, quelque chose comme ça ressemblait pas à grand-chose. Et pour les contre-la-montre, tu mettais un point à mi-course, tu prenais le temps réel des genre 6, 7, 8 coureurs, je sais plus combien, et après tu mettais le même temps à tout le monde. La magie italienne. Mais donc, du coup, le classement Inter-Giro qui revient sur cette année, pour l'anecdote, et parce que ça va pas forcément être simple à comprendre les sprints intermédiaires cette année, on a 3 sprints intermédiaires qui vont tous être différents. C'est-à-dire qu'on va avoir le premier sprint qui va compter pour le classement par points, le deuxième sprint qui va compter pour le classement Inter-Giro, et le troisième sprint qui va attribuer seulement des bonifications. Franchement, c'est plus lisible que les dernières années, parce que les dernières années, Sauf c'était pour un les bordel, étapes hein. où c'est pas cet ordre-là. Oui, voilà, mais donc, si vous lisez sur le profil, cyclamen, c'est le sprint point, rose, c'est le sprint bonus, et vert, c'est le sprint Inter-Giro. Voilà, comme ça sera plus clair, parce que l'ordre peut changer, en effet, tu fais bien de le préciser, Geoffrey. Donc, une fois ces précisions faites pour tout le monde, ça sera pas forcément évident à comprendre au départ de ce Giro. Quel sera votre pronostic pour le classement Inter-Giro? Bon, je précise, ça devrait revenir à quelqu'un qui sera souvent présent dans les échappées, donc plutôt un baroudeur. Geoffrey, pour commencer. Mirko Maestri. Ok, Mirko Maestri de la Polti Cometa. Alex. Luca Covilli, Luca Covilli, chez Bardiani. de l'équipe VF Bardiani Faizane. Et Hugo. Je vois bien un IF, un Simon Carr ou un Jorg Steinhauser. Ok, donc pas que ça revienne à une équipe italienne. Eh bien, c'est noté. On fera donc le bilan de vos pronostics au terme de ce Giro. Tout ça referme ce podcast de présentation du Tour d'Italie. Ce Tour d'Italie, on va le suivre ensemble, déjà avec nos tweets pour suivre un petit peu la course. Si vous pouvez pas forcément être devant l'écran, on vous fera les lives comme habituellement.
De notre côté sur Chasse Patate, on fera, comme on a l'habitude ces dernières années, de faire un live à chaque journée de repos et un live également au lendemain de l'arrivée finale de ce Tour d'Italie. Voilà un petit peu pour le joli programme. Puis également, vous pouvez venir participer, échanger, commenter sur le forum, ou ne serait-ce que suivre tout ce qui se dit. Il y a beaucoup d'avis divers et variés, et également les présentations des étapes, la présentation globale, je le rappelle, fait préparer par Hugo. Merci à toi pour tout ça. Justement, Hugo, Alex et Geoffrey, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce podcast Chasse Patate de présentation de ce Giro. Pour le prochain Chasse Patate, donc comme je l'ai dit, on va se retrouver d'ici une dizaine de jours pour la première journée de repos, pour un premier live. Prendra le temps de revenir sur ce qui s'est passé sur la première semaine du Giro. Et en attendant la première journée de repos pour qu'on se retrouve en direct, vous pouvez, comme d'habitude, nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.